Bonjour à tous, je suis Isabelle Girard, donc responsable marketing chez Prosim. Donc il est presque 4 heures, le webinaire va pas tarder à commencer. J'espère que vous m'entendez tous. Si vous avez des soucis d'audio ou d'affichage, si vous voyez pas l'écran, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur la fenêtre prévue à cet effet à droite sur le panneau de GoToWebinar. Donc apparemment, ça a l'air de tout fonctionner, tout le monde est à l'écoute, c'est très bien. Donc bienvenue, ce webinaire Prosim va durer environ 1 heure. Il concerne le sujet suivant, comment accéder simplement à des propriétés physico-chimiques et à une thermodynamique rigoureuse dans Excel. C'est mon collègue Silver Masbeuf, ingénieur procédé chez Prosim, qui va vous présenter le sujet aujourd'hui. Donc vos micros sont coupés. Pour poser vos questions, utilisez la fenêtre prévue à cet effet. Vous pouvez les poser au fur et à mesure de la présentation. On essaiera d'y répondre aujourd'hui, sinon ne vous inquiétez pas, on vous contactera après le webinaire pour y répondre. Donc avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques mots sur Prosim. Prosim est éditeur de logiciels en simulation de procédés depuis l'année prochaine, ça va faire 30 ans. Donc on propose toute une gamme de logiciels en génie chimique, mais également des services associés aux logiciels, comme par exemple on fait des études et conseils en ingénierie, on fait des formations, maintenance et support. On peut faire également du développement personnalisé de logiciels ou de l'ajout de modules spécifiques dans les logiciels. Et on fait également du support et de la maintenance des codes sources. Concernant nos solutions logicielles, on a une gamme assez complète de logiciels. Parmi nos logiciels, nous avons Prosim Plus pour faire la simulation, optimisation de procédés industriels en continu, et également Prosim Plus HNO3, logiciel dédié à la simulation d'unités de production d'acide nitrique et d'absorption de vapeur nitreuse. On a donc des outils pour faire des calculs thermodynamiques. Donc aujourd'hui, le sujet concerne Simulis thermodynamique. Nous avons également des logiciels pour la simulation batch, avec batch colonne et batch réacteur. Également des logiciels un peu plus spécifiques pour les échangeurs de chaleur avec Prosec, ou de la simulation dynamique avec ProSimDAC. Et nous faisons également de la simulation et de l'optimisation énergétique, notamment avec les outils Prosim Plus Énergie et Simulispinch. Nos solutions sont utilisées dans le monde entier. Nous sommes basés, nous, à Toulouse, mais nous avons également un bureau à Philadelphie, aux États-Unis. Et nous avons également un réseau de distributeurs étendu dans le monde pour représenter les logiciels et les services Prosim. Donc voilà quelques mots sur nos activités. Je vais laisser maintenant la parole à Silver pour vous présenter le webinaire. Bonjour à tous. Alors, tout d'abord, donc en introduction de ce webinaire, donc pour vous expliquer un petit peu son déroulement. Donc, on va effectuer essentiellement en 2 parties. Donc, une première partie de présentation de Simulis dans ses généralités et puis sa façon de l'utiliser. Et une deuxième partie plus dédiée à une démonstration directement dans Excel. Donc on va essayer de comprendre un petit peu ce qui est disponible dans Simulis. Et donc tout d'abord, en ce qui concerne les constituants purs,
comment aller sélectionner des constituants dans les bases de données standards, comment créer ses propres constituants si son constituant n'est pas dans la base de données, donc soit à partir de données expérimentales ou en estimant ses propriétés. On va regarder un petit peu les différentes façons d'analyser les propriétés et les informations disponibles et comment créer sa propre base de données. En ce qui concerne les mélanges, nous allons voir comment choisir un modèle thermodynamique. Voilà, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir représenter le comportement d'un mélange, tant dans ses propriétés thermodynamiques que dans ses calculs d'équilibre entre phases. Voilà, et donc enfin utiliser des services de simulisme pour analyser un petit peu le comportement du système. Voilà, et donc enfin une démonstration directement dans Excel pour voir un petit peu le fonctionnement dans un tableur comme Excel. Alors Simulist Thermodynamics est ce que l'on appelle un composant logiciel, c'est-à-dire que c'est un composant où vous allez avoir tous les calculs thermodynamiques, mais qui doit fonctionner via une application externe. C'est-à-dire qu'il doit fonctionner à partir, par exemple, d'Excel, de MATLAB ou d'un autre logiciel. Simulist Thermodynamics, lui, n'effectue que les calculs, et donc on a une possibilité, avec une interface extérieure, de récupérer les résultats de calcul. Voilà, donc typiquement, aujourd'hui, on regardera plus précisément comment cela est effectué avec Excel, sachant que le principe reste le même, quelle que soit l'enveloppe dans laquelle on va regarder les calculs thermodynamiques. Voilà, à savoir que Simulist Thermodynamics est disponible en 32 bits ou en 64 bits, et également dans différents langages, en français, en anglais et en russe. Alors Simulist Thermodynamics contient différentes briques. Tout d'abord, un certain nombre de fonctions thermodynamiques pour le calcul de propriétés. Ça peut être des propriétés de transport, des propriétés de compressibilité, différentes propriétés thermodynamiques ou d'écart à l'idéalité. Donc voici quelques exemples de types de propriétés que l'on peut calculer. Voilà, le CP, les conductivités thermiques, les propriétés enthalpiques, voilà, les différentes propriétés, tout en sachant que vous avez la possibilité d'avoir accès non seulement au calcul de ces propriétés, mais au calcul de dérivés de ces propriétés par rapport à la température, la pression ou au nombre de moles. Ce qui laisse la possibilité d'inclure ces calculs dans un logiciel personnalisé que vous pouvez avoir en propre. Une autre brique disponible sont les calculs d'équilibre entre phases. Donc typiquement, c'est ce qu'on appelle les calculs de flash. Donc, on peut avoir des calculs de flash liquide-vapeur, liquide-liquide, ou en triphasique, liquide-liquide-vapeur ou solide-liquide-vapeur. Alors typiquement, pour des calculs d'équilibre en diphasique en liquide-vapeur, on a la possibilité de se fixer deux conditions opératoires, parmi la température, la pression, le taux de vaporisation, le volume molaire, l'enthalpie, l'entropie ou l'énergie interne. Il suffit de deux de ces conditions, deux de ces paramètres pour pouvoir définir son système et effectuer tous les calculs d'équilibre entre phases. Voilà. Également, vous avez un calcul possible d'enveloppe de phase pour déterminer la région liquide-vapeur, la région liquide ou la région vapeur, ainsi que des propriétés de type pétro, comme la pression de vapor rate ou la true vapor pressure. Voilà. Au niveau des autres types d'équilibre entre phases, il est également possible d'effectuer des équilibres liquide-liquide, ou alors des équilibres triphasiques, liquide-liquide-vapeur, ou alors des équilibres solide-liquide ou solide-liquide-vapeur.
qui concerne les bases de données, donc il y a plusieurs types de bases de données. Tout d'abord, il y a la base de données de constituants qui permet d'avoir l'ensemble des propriétés nécessaires au calcul thermodynamique. Et donc nous utilisons la base de données DIPPR, qui est un consortium de l'AICHE, l'American Institute of Chemical Engineers. Nous avons également une base de données de paramètres d'interaction binaire, donc pour pouvoir représenter les interactions des constituants 2 à 2, et donc avec les valeurs recommandées par la DKEMA. Voilà, donc cette base de données de constituants ou de paramètres d'interaction binaire donc sont livrées avec la version de Simulis Thermodynamics. On livre également les versions antérieures. Donc il faut savoir que ces bases de données sont mises à jour régulièrement. Mais donc on garde les anciennes versions pour pouvoir faire des comparaisons et reproduire des résultats plus anciens. Voilà. Donc on a la possibilité d'avoir accès à toutes les propriétés de corps pur, pour connaître les valeurs, potentiellement pouvoir les modifier si l'on souhaite, tracer différentes courbes, régresser des données expérimentales, la possibilité de prédire des propriétés à partir de la structure moléculaire d'un constituant, donc, que l'on appelle le SMILES. Ça représente une chaîne de caractères qui représente la molécule, et donc il y a des méthodes d'estimation qui permettent de prédire des propriétés. Si une molécule n'était pas dans la base de données, ou si on n'avait pas de propriétés, de la connaissance de propriétés sur un constituant particulier. Également la possibilité de gérer les coupes pétrolières, c'est-à-dire qu'à partir de courbes de distillation, pour une coupe pétrolière, pouvoir générer des pseudo-constituants pour pouvoir représenter la coupe pétrolière. Une base de données de paramètres d'interaction binaire est également livrée pour les modèles non prédictifs. Donc, ça peut être du type NRTL pour les modèles de coefficient d'activité ou SRK pour des équations d'état. Un lien est également présent via l'outil de régression DPP, Data Preparation Package, qui est un outil de la DKEMA. Donc, la possibilité de régresser des paramètres de modèles directement via l'outil de la DKEMA. Et enfin, la possibilité d'utiliser Excel pour pouvoir régresser, identifier des paramètres d'interaction binaire à partir de données expérimentales. Une bibliothèque de modèles thermodynamiques qui permet de représenter notre mélange. Alors, nous avons deux grandes familles de modèles thermodynamiques, des modèles par approche homogène et des modèles par approche hétérogène. Alors, dans la première grande famille, ce qu'on appelle des modèles par équation d'état, les avantages, c'est que cela ne nécessite que peu de données, généralement des propriétés du point critique des constituants, température et pression critique, le facteur acentrique, oméga, éventuellement des paramètres d'interaction binaire. Et l'avantage de ce type d'approche, c'est qu'il n'y a pas de limitation en termes de température et de pression, et donc on peut l'utiliser quelles que soient les conditions opératoires. Par contre, les inconvénients de ce type d'approche est qu'avec des règles de mélange classiques dites de Van der Waals, on va être limité à des constituants peu polaires. La seconde approche, qu'on appelle l'approche hétérogène, permet de prendre en compte un modèle de coefficient d'activité qui permet de prendre en compte l'écart à l'idéalité dans la phase liquide. Donc on va prendre en compte une non-idéalité dans la phase liquide. Par contre, du fait que l'on soit en approche hétérogène, on va être limité dans le domaine de température et de pression.
c'est-à-dire que plus précisément, il faut qu'on soit suffisamment loin du point critique et que généralement, nous allons avoir besoin de plus d'informations pour pouvoir utiliser ce type de modèle. Alors à partir de ces deux approches, d'autres nouveaux types de modèles ont également été développés, à savoir la possibilité d'utiliser des règles de mélange complexes, qui permet justement de combiner les deux approches, afin de pouvoir utiliser un système avec des constituants polaires ou non polaires, mais quelle que soit la température et la pression. D'autres familles de modèles qui sont actuellement développés, qui sont disponibles dans Simulis, ce sont des modèles qui reposent sur des bases plus physiques, et c'est les équations de type Saft ou de type Cosmo. Voilà. Ensuite, dans une bibliothèque de modèles plus spécifiques qui vont permettre de représenter des systèmes électrolytiques. Dès que vous avez un système aqueux avec potentiellement des espèces ioniques, voilà, et la représentation des différents modèles de type association, par exemple. Et enfin, dernière catégorie de modèles que l'on peut utiliser également dans Simulis, ce sont les modèles prédictifs, qui eux seront basés sur la décomposition moléculaire de chaque constituant. Alors typiquement, lorsque l'on souhaite faire un calcul thermodynamique, nous pouvons être intéressés à l'équilibre entre phases. Donc là, typiquement, un équilibre entre phase liquide et phase vapeur. Alors ici, sur ce type de diagramme, c'est un diagramme en pression, en ordonnée température en abscisse. Et donc, vous avez la courbe rose. Donc c'est un mélange méthane-benzène. Et vous avez la courbe rose qui représente la pression de vapeur saturante du méthane. C'est-à-dire qu'au-dessus de la courbe, vous êtes en phase liquide, et en dessous de la courbe, vous êtes en phase vapeur, en considérant le méthane pur. Cette courbe va jusqu'au petit rond qui est indiqué, qui correspond au point critique, pression critique et température critique de ce constituant. De la même façon, vous avez la courbe de pression de vapeur saturante pour le benzène, qui est la courbe en jaune, et donc également, en considérant le benzène pur, au-dessus de la courbe, vous êtes en phase liquide, et en dessous, vous êtes en phase vapeur. Et si l'on considère un mélange méthane-benzène, par exemple un mélange 25% de méthane, 75% de benzène en pourcentage molaire, lorsque l'on souhaite tracer les courbes d'équilibre, vous allez avoir la courbe en bleu qui correspond à la courbe de bulle de ce mélange, et la courbe rouge qui correspond à la courbe de rosée du mélange. Alors, en dessous de la courbe rouge, vous êtes en phase vapeur. Au-dessus de la courbe bleue, vous êtes en phase liquide. Et entre les deux, vous êtes dans le domaine diphasique liquide-vapeur. Et donc, à noter que donc ces deux courbes se rejoignent en un seul point, qui est le point critique de mélange, et donc qui peut être déterminé par une équation d'état dans ce cas-là, puisqu'on va utiliser la même approche en phase liquide ou en phase vapeur. Voilà, donc c'est ce qui permet, dans des conditions de pression et de température, de regarder si notre mélange, dans quelle phase, dans quel état physique on se trouve. Alors dans un autre domaine de transport de gaz, par exemple, donc là nous sommes toujours dans un diagramme pression-température et nous considérons une enveloppe de phase pour un mélange qui contient essentiellement du méthane et une impureté de l'ordre de 0,01% de plusieurs constituants qui sont du même type, à savoir le N-nonane, le diméthylcyclohexane ou l'éthylbenzène. Et donc là, ce qui va nous intéresser en termes de transport de gaz, c'est d'éviter la condensation de ce mélange.
Et donc là, ce que l'on voit, c'est qu'en se plaçant à une pression de 40 bars, par exemple, nous voyons que la condensation du N-nonane va commencer à partir de moins 8 degrés environ. Alors que si nous avons une impureté d'éthylbenzène, nous sommes aux alentours de moins 17, moins 18 degrés. Alors que si l'impureté est du diméthylcyclohexane, la condensation, elle, va commencer qu'en dessous de moins 40 degrés. D'où l'importance de pouvoir tracer ce type d'enveloppe de phase pour comprendre le comportement et l'état physique de notre mélange, suivant les constituants considérés. Alors si nous considérons un autre type de mélange, qui cette fois est constitué donc d'un mélange acétone-eau à pression atmosphérique, donc là nous sommes en présence d'un constituant polaire, et donc nous voyons sur cette donc là nous sommes dans un diagramme qui représente l'équilibre entre la phase liquide et la phase vapeur de ce mélange. Donc en ordonnée, vous avez la fraction molaire en phase vapeur, en acétone, et en abscisse, la fraction molaire liquide en acétone. Et donc nous disposons des points expérimentaux qui sont représentés par les triangles. Et donc si nous cherchons à tracer cette courbe d'équilibre par un modèle d'équation d'état de type SRK, nous obtenons la courbe qui ne permet pas du tout de représenter ce type de système polaire. Pour les constituants polaires, nous allons donc plutôt utiliser une approche hétérogène, c'est-à-dire avec un modèle de coefficient d'activité, par exemple de type NRTL, qui, à l'aide des paramètres d'interaction binaire, va nous permettre de bien représenter les données expérimentales d'équilibre de ce mélange. Cependant, nous sommes à pression atmosphérique, et donc la question est de savoir que se passe-t-il lorsque la pression de vapeur saturant des constituants n'est plus définie, et donc lorsque nous sommes au-delà de la température critique. Donc dans ce cas-là, l'approche hétérogène n'est plus applicable. Pour cela, une nouvelle approche a été définie qui permet de combiner ces deux premières approches, à savoir l'utilisation d'une équation d'état qui va être valable dans toute la zone fluide, liquide, vapeur, et qui inclut des règles de mélange dites complexes qui, elles, seront basées sur des calculs de coefficient d'activité. Donc la combinaison de ces deux approches permet d'utiliser une équation d'état de type Redlich-Kwong ou Peng-Robinson, une règle de mélange complexe type MHV1, MHV2, PSRK, qui va utiliser un modèle de coefficient d'activité, par exemple de type NRTL ou Uniquac. Dans ce cadre-là, un modèle combiné comme SRK, MHV2, NRTL permet de représenter, c'est la courbe rouge en pointillé, exactement la même chose que précédemment à pression atmosphérique. Par contre, l'avantage de cette dernière approche est qu'il est tout à fait possible de représenter ce mélange à beaucoup plus haute pression et température. Donc là, par exemple, on est à des températures de 150, 200 ou 250 degrés, et donc à des pressions qui sont aux alentours de 70 ou 80 bars. Voilà, donc Simulist Thermodynamics contient un large choix de modèles. Et donc typiquement, pour résumer les différents modèles, vous allez avoir des équations d'état, SRK, Peng-Robinson pour les plus classiques, des modèles de coefficient d'activité, type NRTL, Uniquac ou Unifac, les approches combinées avec les règles de mélange complexes, et enfin
des modèles spécifiques pour des systèmes bien particuliers. Alors soit si vous cherchez à représenter de l'eau pure, si vous avez de la vapeur d'eau par exemple, des modèles de type eau hydrocarbures, la prise en compte d'associations pour les acides carboxyliques, etc., etc. Et enfin, plus particulièrement, des modèles spécifiques pour les électrolytes. Donc, quand vous avez la présence d'espèces ioniques ou la possibilité d'avoir des précipitations de sel, par exemple. C'est les modèles de type Pitzer ou les modèles Uniquac ou NRTL en version électrolyte. Tout cela est géré par une interface graphique qui permet de gérer les constituants, à savoir la sélection dans les bases de données et la visualisation des différentes propriétés, et la configuration du modèle thermodynamique, donc le choix d'un modèle pour pouvoir représenter le mélange. Vous avez accès également à un certain nombre de services complémentaires qui permet de faire des calculs interactifs, par exemple directement des tracés de courbes d'équilibre, des tracés dans des diagrammes ternaires, et de pouvoir gérer facilement les différentes unités, suivant si vous souhaitez travailler en unité SI ou en unité anglaise. Voilà, donc Simulis thermodynamique contient ces différentes briques et donc va pouvoir être utilisé dans différents outils. Alors tout d'abord, il va être utilisé dans les différents logiciels ProSim, ProSim Plus, ou Batch Colonne, Batch Reactor. Donc c'est le même cœur thermodynamique qui sera utilisé, quel que soit le logiciel ProSim. Autre type d'application qui fera l'objet de la démonstration qui viendra juste ensuite, l'utilisation dans Microsoft Excel pour pouvoir utiliser directement les fonctionnalités d'Excel. Possibilité de l'utiliser comme une toolbox directement dans MATLAB. Et donc tous les calculs thermodynamiques sont accessibles dans MATLAB sans avoir besoin de reprogrammer les différents modèles. Possibilité d'exporter des fichiers de propriétés, essentiellement des résultats tabulés, alors bien sûr dans Excel, mais pour pouvoir être utilisé dans d'autres logiciels, et donc dans un format bien particulier, comme Olga qui est un logiciel d'écoulement dynamique dans les pipelines, ou dans HTFS qui est un logiciel de dimensionnement d'échangeurs. Simulis Thermodynamics peut être intégré facilement dans une autre application qui supporte la technologie COM, c'est-à-dire qu'on vous fournit une API, c'est-à-dire une interface de programmation applicative, qui va vous permettre de faire les appels thermodynamiques directement dans votre langage de programmation. Voilà, ça peut être en VB, en C++, en Fortran, etc. Il suffit simplement que l'application supporte la technologie COM. L'aspect interopérabilité avec ce que l'on appelle Cape Open. Alors, Cape Open, c'est un standard de communication qui a été défini entre les différents éditeurs de logiciels, et donc possibilité d'utiliser la thermodynamique de Simulis dans d'autres éditeurs de logiciels tels qu'Aspen+, Pro2, i6, etc. Enfin, dernière possibilité d'utilisation directement dans l'outil de la DKEMA. Donc il y a un lien qui a été développé pour pouvoir être utilisé dans DPP qui permet de régresser des paramètres de modèle. Donc ici sont résumées les différentes façons d'utiliser Simulis.
Mais dans l'autre sens, vous avez également la possibilité d'enrichir l'utilisation de Simulis, d'une part en ajoutant de nouveaux constituants, pour créer vos propres bases de données ou importer des bases de données existantes. De la même façon, dans l'autre sens, pouvoir utiliser un package CapeOpen qui aurait été créé par un autre éditeur. Nous avons la possibilité, si vous avez des modèles thermodynamiques déjà existants, de créer un lien pour que vous puissiez utiliser vos modèles, vos propres modèles que vous auriez déjà développés dans un autre langage. Nous avons un mode expert qui permet à l'utilisateur de créer son propre modèle, ses propres méthodes de calcul. Voilà, typiquement, si vous avez une méthode de calcul pour une propriété en particulier, par exemple la viscosité ou quelle que soit la propriété, vous avez la possibilité, avec un langage simple tel que le VBScript, de fournir vous-même vos propres modèles ou vos propres méthodes de calcul. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez créer votre propre modèle ou vos propres méthodes de calcul via une DLL externe, c'est-à-dire que là, vous allez utiliser votre propre langage de programmation et pour pouvoir développer vos propres calculs. Voilà. Et enfin, il y a un lien qui existe avec la base de données du NIST qui s'appelle RefProp, qui permet d'accéder à la bibliothèque thermodynamique, qui sont essentiellement des corpus ou des mélanges dédiés essentiellement aux réfrigérants. Donc sont résumées ici les différentes façons d'enrichir Simulis Thermodynamics. Donc vous pouvez l'enrichir de plusieurs façons différentes et l'utiliser, enrichir et utiliser Simulis des différentes façons. Donc je vais passer maintenant à la deuxième partie de l'exposé qui concerne l'utilisation directement dans Excel. Alors, lorsque vous ouvrez un fichier Excel, Simulis Thermodynamics va intervenir ici comme une macro complémentaire, un add-in dans les compléments. Et ici, vous avez un sous-menu complémentaire qui concerne toutes les fonctionnalités de Simulis. Donc pour commencer, avant de pouvoir faire un calcul, on a besoin de définir son système. Et pour cela, on va insérer un objet Simulis. Et donc pour pouvoir insérer un objet Simulis, vous avez à votre disposition plusieurs types d'objets, alors qui fonctionnent un petit peu comme des poupées russes, les uns étant inclus dans les autres. Le premier type d'objet, le Simulis System, concerne toutes les unités des grandeurs que vous pouvez utiliser. Le Simulis Compound permet de visualiser toutes les propriétés d'un constituant. Le Simulis Compounds permet, lui, de visualiser toutes les propriétés d'une liste de constituants. Et le Simulis Calculator, lui, permet de gérer une liste de constituants et de choisir un modèle thermodynamique associé pour pouvoir effectuer tous les calculs de mélange. Et enfin, le Simulis Calculator vous permet de gérer plusieurs listes de constituants avec plusieurs modèles thermodynamiques différents. Voilà, donc dans la démonstration qui suit, nous allons utiliser un Simulis Calculator qui permet de gérer un mélange en choisissant un modèle thermodynamique. Donc pour cela, je dois positionner l'objet sur ma feuille de calcul. Et donc c'est grâce à cet objet calculator que je vais pouvoir définir mon système.
Donc une fois que l'objet a été placé sur la feuille, je vais simplement cliquer sur cet objet et j'ai accès à la configuration donc de mon calculateur qui concerne une liste de constituants et le choix d'un modèle thermodynamique. Alors je vais venir sélectionner les constituants de mon mélange dans la base de données. Alors, ici, en bas à gauche, vous avez accès aux différentes bases de données disponibles. Alors, par défaut, vous avez les bases de données standards, qui sont les bases de données DIPPR. Donc, typiquement, la dernière à jour est la standard 2017, qui contient un peu plus de 2200 constituants. Voilà. Et si vous faites partie du consortium DIPPR, vous avez la possibilité d'avoir accès également à la base de données sponsor. Donc pour pouvoir rechercher les constituants, donc vous avez plusieurs critères de recherche, soit par le nom, soit par le numéro CAS, soit par la formule chimique, ou de façon plus avancée, si vous cherchez un constituant qui a une certaine température normale d'ébullition ou une certaine masse molaire, ça vous permet d'avoir les constituants qui correspondent à vos critères. Donc là, pour l'exemple, je vais chercher l'eau. Donc là, parmi les deux bases de données que j'avais sélectionnées, je vais choisir la base de données standard. Et sur mes résultats de recherche, je vais venir double-cliquer sur le constituant afin de pouvoir le rajouter dans ma liste de constituants sur le système que je souhaite étudier. Voilà, je vais ajouter un second constituant, l'éthanol, et également, je vais venir double-cliquer à nouveau sur le constituant pour le rajouter à ma liste. Donc je peux rajouter comme cela autant de constituants pour mon mélange. Donc là, pour l'exemple, on va considérer 2 constituants. Je ferme la fenêtre de recherche et je retrouve ici ma liste de constituants. Si je souhaite avoir accès aux propriétés du constituant, je vais venir double-cliquer sur le constituant. Et là, j'ai accès aux différentes propriétés du constituant. D'une part, la structure moléculaire du constituant. Et ensuite, différents types de propriétés. Des propriétés d'identification comme son nom, son numéro CAS, sa formule chimique. Vous avez la possibilité d'avoir accès aux décompositions de type Unifac ou pour tous les modèles de contribution de groupe lorsqu'elles sont disponibles. Donc ça, c'est les différents modèles prédictifs qui sont disponibles dans Simulis. Également des propriétés atomiques. Là, on va retrouver la masse molaire, le moment dipolaire. Des propriétés de changement de phase, telles que les températures normales de fusion, température normale d'ébullition, la température critique, la pression critique. Donc vous avez pour chaque donnée une unité qui est associée, mais vous pouvez typiquement effectuer la conversion. Là, par exemple, j'ai la pression critique en pascal. Si je la souhaite en bar, je vais venir choisir l'unité pour qu'elle puisse apparaître en bar. Voilà. Et ensuite, vous allez retrouver des propriétés dépendantes de la température. Alors, pour les propriétés dépendantes de la température, par exemple pour la pression de vapeur saturante, là, nous considérons une corrélation. Et donc, vous allez avoir accès ici à la formulation qui est utilisée, donc sous une forme logarithmique, fonction de la température et de coefficients A, B, C, D, E que vous allez retrouver ici
au niveau des valeurs, des propriétés de votre constituant. Au niveau de la grille, ça vous permet d'avoir, pour une température donnée, dans l'intervalle Tmin, Tmax, défini les valeurs pour les pressions de vapeur saturante, et accès au graphique dans l'intervalle de température considéré. Voilà. Au niveau du tracé graphique, vous pouvez utiliser une échelle logarithmique et une échelle en 1 sur T. Et donc, ça vous permet de tracer de différentes façons les différentes propriétés dépendantes de la température. Et donc, pour chaque propriété, vous avez, là par exemple pour la masse volumique liquide, vous avez également une formulation différente, et donc avec les coefficients A, B, C, D. Donc ça, c'est ce qui permet d'avoir les propriétés de chaque constituant. Vous avez quelques services complémentaires que vous pouvez utiliser au niveau des constituants. Alors, vous avez l'éditeur tableau qui permet de retrouver exactement la même chose, mais pour tous les constituants. Donc, ce qui vous permet de voir dans un même tableau, par exemple, la température normale d'ébullition pour tous les constituants de votre liste. Le tracé des propriétés dépendantes de la température. Donc là, typiquement, pour votre liste de constituants, possibilité de tracer, par exemple, les pressions de vapeur saturante. Donc, vous avez, pour tous vos constituants, le type de tracé, quelle que soit la propriété dépendante de la température. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que vous avez intégré vos constituants, vous avez vu que toutes les données, vous pouvez regarder les valeurs, mais chaque valeur est éditable, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de modifier les valeurs si vous voulez adapter le constituant à votre cas particulier. Donc si jamais vous avez modifié le constituant, vous avez un bouton qui vous permet de comparer à l'original, c'est-à-dire de comparer avec les constituants issus de la base de données, ce qui permet de vérifier si une propriété n'a pas été modifiée. Donc là, typiquement, c'est bien le constituant vient bien de la base de données standard. Alors ensuite, au niveau des modèles thermodynamiques, donc pour pouvoir configurer le modèle thermodynamique, vous avez accès à différentes catégories de modèles. Donc là, typiquement, si nous sommes avec un modèle eau éthanol, nous allons utiliser une approche hétérogène, puisque ce sont des constituants polaires. Lorsque vous avez choisi votre catégorie, vous avez accès aux différents profils correspondant à la catégorie sélectionnée. Donc là, typiquement, on va choisir un modèle NRTL qui permet de représenter ce type de mélange. Et donc, le profil NRTL, c'est un profil prédéfini qui vous permet d'indiquer par quelle méthode sera calculée les différentes propriétés thermodynamiques. Donc, les profils sont prédéfinis. L'utilisateur peut les utiliser tels quels ou peut éventuellement affiner son modèle si besoin. Voilà. Tout en sachant que pour cette question du choix du modèle thermodynamique, notre équipe support est également disponible pour répondre aux questions et aux choix du modèle thermodynamique pour qu'il soit le plus représentatif possible de votre système et du type de calcul que
que vous souhaitez effectuer. Une fois le modèle thermodynamique choisi, on a accès à la fenêtre des paramètres d'interaction binaire. Et donc, par défaut, vous n'avez pas de paramètres d'interaction binaire. Et bon, on va venir importer les paramètres d'interaction binaire issus de notre base de données. Donc là, nous avons également une base de données standard. Et donc, voilà, on va récupérer les valeurs des paramètres pour le système eau éthanol, qui permet d'importer ces paramètres d'interaction binaire de la base de données. Donc, ces paramètres qui sont dans la base de données représentent les paramètres recommandés par la DKEMA, mais il est tout à fait possible également de créer votre propre base de données de paramètres d'interaction binaire. Voilà, donc une fois le système défini, donc vous avez votre liste de constituants, un modèle thermodynamique, des paramètres d'interaction binaire. Ici, au niveau des services du calculator, vous pouvez effectuer un premier calcul rapide de propriétés physico-chimiques ou d'équilibre. Là, typiquement, si je souhaite effectuer un calcul d'équilibre pour pouvoir calculer les températures de bulles et de rosée dans des conditions bien particulières, donc je vais choisir un calcul d'équilibre, température de bulles et de rosée. Je vais rester à pression atmosphérique. Et ici, au niveau du mélange, je vais effectuer le calcul pour une composition en eau de 0 à 1, avec un pas de 0,01, calculer une centaine de points de composition à pression atmosphérique. Je peux lancer le calcul et il va pouvoir me tracer directement les courbes d'équilibre, à savoir les températures de bulles et les températures de rosée du système eau éthanol à pression atmosphérique. Voilà, donc si vous avez disposé de données expérimentales, voilà, vous pouvez très rapidement vérifier si le modèle correspond bien aux données expérimentales dont vous pouvez disposer. Donc ça, c'est ce qui permet d'effectuer des calculs rapides. Maintenant que l'on a défini notre calculator, on va pouvoir effectuer la même chose dans Excel. Alors tout d'abord, le nom du calculator, par défaut, c'est Simulis Calculator 1. Vous avez la possibilité de le renommer pour qu'il soit un peu plus parlant. Donc là, je vais l'appeler, par exemple, eau éthanol MRTL. Et donc, je vais recopier son nom dans une cellule pour que je puisse y faire référence. Ensuite, ce qui va être important dans mon calcul, c'est de savoir les constituants qui sont dans mon calculator. Donc là, je sais que j'ai deux constituants. Et donc ici, je vais venir chercher le nom des constituants qui sont dans mon calculator. Et donc pour ça, je vais insérer une fonction. En cliquant ici sur le petit fx, insérer une fonction. Et je vais venir chercher dans les catégories existantes, les catégories d'Excel, vous allez retrouver la catégorie Simulis Calculator. Dans cette catégorie Simulis Calculator, vous avez accès à toutes les fonctions disponibles, tous les calculs de propriétés que vous pouvez effectuer dans un calculator. Alors ici, pour aller chercher le nom, stcal compound display name, lorsque vous sélectionnez la fonction, vous avez l'information de ce que va vous calculer la fonction sélectionnée.
Donc ici, retourne le nom d'un constituant. Donc c'est ce que je cherche à avoir. Une fois la fonction sélectionnée, vous avez accès à une fenêtre où vous allez définir les différents arguments de la fonction. Le premier argument, c'est toujours le nom de l'objet. Donc là, le nom de l'objet, c'est Water Ethanol NRTL. Donc je vais sélectionner la cellule correspondante. Et l'indice du constituant, pour le premier, je vais sélectionner la cellule 1. Et cette fonction me retourne le nom du premier constituant, à savoir l'eau. L'utilisation d'une des fonctionnalités d'Excel, ce sera le copier-coller, et donc qui me permet d'avoir directement le nom du deuxième constituant, et je pourrais faire exactement la même chose si j'avais 10, 20 ou plus de constituants. La deuxième chose qui sera importante est de savoir dans quelles unités on travaille. Typiquement, essentiellement pour la pression et la température. Je souhaite savoir dans quelle unité je vais travailler. Et donc, je vais mettre des indices 1 et 2 pour savoir si c'est une unité d'entrée, un argument, ou si c'est une unité de sortie, c'est-à-dire un résultat de calcul. Alors, pour cela, je peux aller chercher la fonction comme tout à l'heure, aller la chercher dans la liste des fonctions existantes. Je peux également écrire directement le début de la fonction. Donc là, elle s'appelle stcal get unit name in system. Donc lorsque j'écris le début de la fonction, apparaît les fonctions existantes par rapport à ce que je souhaite calculer. Donc stcal get unit name in system. Je vais mettre les différents arguments, le nom de l'objet, de mon calculateur, l'indice du système, là on m'indique à quoi correspond l'indice système d'unité à utiliser, 1 pour l'entrée, 2 pour la sortie. Donc je vais commencer par l'entrée, 1. Et ensuite l'identifiant de la grandeur, là je vais prendre pour commencer la température. Là, par défaut, je travaille en Kelvin. Voilà, et ensuite, en positionnant des dollars aux bons endroits par rapport aux colonnes et aux lignes, je vais pouvoir directement faire un copier-coller pour connaître dans quelles unités je travaille. En l'occurrence, je travaille en Kelvin et en Pascal. Alors ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est de connaître quelques propriétés des constituants. Typiquement, si je veux connaître la masse molaire utilisée, je peux vouloir connaître la température normale d'ébullition. Et donc pour cela, je vais utiliser la fonction stcal get property. Et pour pouvoir utiliser la fonction stcal get property, j'ai toujours besoin du nom de l'objet. Je vais utiliser l'indice du constituant, donc le constituant 1, et je vais avoir besoin d'un identifiant de propriété. Alors cet identifiant de propriété, on peut y accéder je vais vous montrer comment y accéder par la suite. Cet identifiant de propriété, vous avez une liste disponible sur tous les identifiants en allant dans l'aide sur les identifiants Simulis. Et donc, typiquement, ici, je cherchais la masse molaire. Voilà, la masse molaire, l'identifiant c'est PID-MW que je peux copier ici
dans la fonction, dans la cellule. Donc il m'a calculé directement la masse molaire. Et si je cherchais la température normale d'ébullition, je vais aller chercher dans les propriétés de changement de phase, température normale d'ébullition, je vais venir copier l'identifiant. Voilà, je peux faire ça pour les différentes propriétés. Et donc, aller calculer directement pour mes constituants. Alors ici, typiquement, je suis en Kelvin et en Pascal. Si je souhaite changer d'unité, ici, par un clic droit sur mon objet, j'ai accès à la fenêtre des unités que je peux utiliser. Donc, typiquement, la température qui est en Kelvin, je peux la modifier pour qu'elle soit en degrés Celsius. Donc ça, ce sont les unités d'entrée. Tout ce système d'unités, je peux le modifier pour chacune des grandeurs. Et si je copie le système dans le presse-papier, donc là, vous voyez que ma feuille s'est mise à jour directement. Pour les données d'entrée, j'utilise des degrés Celsius. Et si je vais pour le système de sortie qui représente mes résultats, si je le colle, cette fois je vais avoir des degrés Celsius pour mes résultats. Et vous voyez que mes températures normales d'ébullition se sont mises à jour directement dans l'unité souhaitée. Alors si je souhaite effectuer un calcul de courbe d'équilibre, comme ce qui a été fait précédemment, donc là je vais créer une composition en eau entre 0 et 1. J'en déduis la composition en éthanol qui est 1 moins la composition en eau. Je vais me fixer une pression, donc pression atmosphérique qui est en pascal, donc 101 325 pascal. Et je vais pouvoir calculer directement la température de bulle de mon mélange à la pression indiquée. Et donc, la fonction s'appelle stcal bubble temperature. Et sur la fonction stcal bubble temperature, je vais pouvoir indiquer le nom de l'objet, la pression, la composition de mon mélange. Comme j'ai deux constituants, je vais avoir besoin de deux valeurs. Et je vais avoir accès à la température de bulle de mon mélange. Je peux effectuer directement un copier-coller pour mes différentes compositions et j'ai accès directement à ma température de bulle. Je peux faire exactement la même chose, température de bulle, pour une température de rosée. Et cette fois, la fonction est stcal dew température, et avec exactement les mêmes arguments, à savoir la pression, le nom de l'objet et la composition. Je peux également effectuer
un copier-coller directement sur toutes mes compositions. Et donc, je peux tracer aisément la température de bulle et de rosée de mon système pour chaque composition. Et donc, je retrouve la courbe de tout à l'heure, qui est la courbe d'équilibre obtenue classiquement pour le mélange au éthanol. Voilà, et donc à partir de là, vous pouvez également rajouter sur cette courbe des données expérimentales et donc modifier également le modèle thermodynamique. Typiquement ici, si je change de modèle thermodynamique et que je ne prends pas en compte les paramètres d'interaction binaire, si je recalcule avec ce nouveau modèle, eh ben, les calculs s'effectuent automatiquement et la courbe se met à jour directement, ce qui permet de visualiser rapidement si le modèle permet de bien représenter les courbes d'équilibre de votre modèle, de votre système. Donc pour conclure ce webinaire, voilà, ce qu'il faut retenir de ce que l'on a pu voir, c'est que Simulis Thermodynamics est un composant logiciel qui peut être utilisé par tout type d'application. Vous avez accès aux différentes bases de données de propriétés de corps purs de la DIPPR, à savoir un peu plus de 2200 constituants, une centaine de propriétés ainsi que des propriétés dépendant de la température. Vous avez accès à une bibliothèque de modèles thermodynamiques qui est en constante évolution, c'est-à-dire que c'est mis à jour régulièrement, on développe de nouveaux modèles. Ça vous permet de calculer des propriétés thermodynamiques et des propriétés d'équilibre entre phases, que ce soit pour des constituants purs ou pour des mélanges. Il est également possible de gérer ses propres bases de données de constituants. On peut avoir des bases de données privées, de constituants ou de paramètres d'interaction binaire, et de gérer ses propres modèles, soit en développant de nouveaux modèles, soit en régressant des paramètres de modèles. Et typiquement, pour revenir à la démonstration que l'on vient de faire, une utilisation aisée dans Microsoft Excel, et donc l'utilisation des différentes fonctionnalités d'Excel, comme le tableur, possibilité de faire des copier-coller, de tracer des courbes, de calculer des écarts et l'utilisation du solver. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre attention. Puis je repasse la parole à Isabelle pour la conclusion de ce webinaire. Merci à tous pour avoir assisté au webinaire. Nous espérons qu'il a répondu à vos attentes. Nous restons bien évidemment à votre entière disposition pour répondre à vos questions si vous en avez un peu plus tard ou si vous avez des questions sur nos logiciels et également sur les services. Vous avez également le site internet que vous pouvez utiliser comme source d'information. Vous recevrez un replay de ce webinaire dans les prochains jours. Donc vous pourrez re-regarder les informations données par Silver. Et donc voilà, donc on vous souhaite une très bonne soirée et on vous dit à bientôt. Au revoir. Au revoir.